Conseil des ministres qui s'est tenu ici même au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de cette réunion, il y avait des mesures générales, notamment des projets de décret, des communications et des points divers. Au chapitre mesures générales, projet de décret, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant le tableau B de l'annexe du décret numéro 80-1197 du 28 octobre 1980 portant création des juridictions de première instance et d'appel et fixant leur siège, leur ressort territorial et leur composition. Cette mesure crée dans le tableau B de l'annexe du décret susmentionné 2 nouveaux postes, à savoir un poste de vice-président du tribunal de première instance et un poste de procureur de la République adjoint. Les magistrats désignés à ces postes formeront un pôle appelé pôle pénal financier qui aura spécialement en charge les procédures de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les infractions financières connexes, caractérisées par l'utilisation des techniques financières complexes. Notre pays connaît malheureusement de plus en plus de cas de ce type, donc de criminalité financière, et il est donc opportun qu'en cette période, le pays se dote de ce type de structure, de ce type d'organisation dans nos tribunaux pour faire face de façon plus efficace à cette nouvelle criminalité. Dans l'attente de la mise en place des pôles financiers, l'un des cabinets d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan sera affecté à titre expérimental au traitement de ces procédures. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 2 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Le premier porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Smart Mineral Explorer SARL et il concerne les départements de Tengrela et de Kouto. Le deuxième décret porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Managem Côte d'Ivoire SA et il concerne les départements de Divo, Lakota et Oumé. Ces 2 permis sont, comme d'habitude, délivrés pour une période de 4 ans. Ici, il y a une centaine d'emplois prévus pour des investissements évalués à ce stade à 1,4 milliard. Troisièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret déterminant la composition du Conseil d'administration de la Caisse nationale des caisses d'épargne, en abrégé CNCE. La Caisse nationale des caisses d'épargne a été mise sous administration provisoire par la Commission bancaire en juin 2015, en raison, à cette époque, de la dégradation de la qualité du portefeuille de la banque et de sa situation financière, ainsi que de son incapacité à honorer ses engagements en matière de compensation. Suite aux avancées notables de la stratégie de restructuration de la CNCE initiée par le gouvernement, la commission bancaire a, au début du mois d'octobre 2017, levé donc l'administration provisoire imposée à la banque. Ce décret intervient donc dans le cadre de la mise en place des organes normaux de gouvernance de cette banque de façon à lui permettre de jouer son rôle dans le processus d'inclusion financière de notre pays. Le conseil d'administration qui sera mis en place comprendra un représentant de la présidente de la République, un représentant de la primature, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, un du secrétariat d'État chargé du budget, un du ministère chargé des PME et 2 représentants du secteur privé. Quatrièmement, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation, fonctionnement du centre hospitalier universitaire d'Angré. Il faut dire que notre système sanitaire, à ce jour, comprend 3 niveaux. Le premier, donc le niveau primaire, concerne principalement les centres de santé ruraux et urbains. Le deuxième comprend principalement les hôpitaux généraux notamment. Et le troisième, donc le niveau tertiaire, comprend principalement
les CHU, centres hospitaliers universitaires, et les instituts nationaux spécialisés. Ce décret donc crée un nouveau CHU, le 5e, à Angré, dans la commune de Cocody. Ce CHU est implanté sur un site de 4,5 hectares avec une superficie bâtie d'environ 36 000 m². Et il est doté d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Ce CHU bénéficie d'équipements médicaux de dernière génération et en le disant, nous sommes tout à fait véridiques. Il s'agit d'un plateau technique très moderne, avec des équipements qui sont parmi les plus modernes qui existent à ce jour. Et il comprendra également un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Ce décret, pour y revenir, réorganise la fonction de chef de service médical qui, au-delà des professionnels hospitalo-universitaires, est désormais ouverte à des professionnels selon leur spécialité. Si la promotion à la responsabilité de chef de service est désormais liée au profil de carrière de façon à créer une émulation profitable au bon fonctionnement des services. Par ailleurs, conformément aux résolutions du Conseil présidentiel d'août 2017, ce décret établit au sein du CHU des possibilités de partenariat public-privé pour un certain nombre de services, dont par exemple la restauration, la sécurité, l'entretien des espaces verts, l'entretien des équipements, etc. Cette mesure vise principalement à insuffler au système de santé une nouvelle dynamique, de façon à permettre aux populations d'accéder à des soins de santé de meilleur niveau. Pour terminer sur ce chapitre, nous pouvons dire que le CHU sera effectivement ouvert et cette fois toutes les garanties ont été prises pour que cela le soit. Donc ce CHU sera ouvert sans aucun doute avant la fin de cette année. Nous passons au chapitre des communications. La première est faite au titre du ministère des Affaires étrangères. Le Conseil a à ce titre entendu une communication relative aux missions d'inspection de postes diplomatiques et consulaires. Dans le cadre des changements opérés par le président de la République à la tête d'un certain nombre de missions diplomatiques et de postes consulaires, des missions d'inspection ont été diligentées à New York, Washington, Mexico, Berlin, Vienne, Moscou, Dakar, etc. Ces missions qui se sont déroulées du 31 août au 25 octobre 2017 ont permis de procéder à l'état des lieux au plan administratif, financier et du patrimoine avant l'arrivée des nouveaux chefs de poste, comme cela se fait traditionnellement. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a entendu une communication relative au conflit foncier dans la région du Cavali. Nous devons indiquer que la situation jusqu'à hier dans cette région était calme. Les populations étaient revenues à leur lieu habituel d'habitation et elles vaquaient à leurs occupations. Quand il y a eu un malheureux incident, qui est que deux jeunes Ouais ont essuyé des tirs dans le village de Glo-Paodi, une zone, il faut le préciser, très largement en dehors de la forêt classée de Gouindébé, qui aujourd'hui était l'épicentre des problèmes qui étaient notés dans cette région. Ici, il s'agit sans aucun doute de personnes qui ont sciemment mené cette attaque. Il s'agit sans aucun doute de manipulation, puisque ces jeunes gens ont été appelés et ces deux personnes ont malheureusement été attaquées, donc à l'arme à feu, et l'un des jeunes malheureusement est décédé. Cela a conduit malheureusement à un certain nombre de manifestations depuis hier, manifestations qui se sont déportées dans les résidences du préfet et du sous-préfet, qui ont été saccagées, pillées, des véhicules ont été endommagés, incendiés. De grands axes de la ville ont été barricadés, interdits à la circulation. On peut dire à cette heure que la situation reste malheureusement encore tendue. Le gouvernement donc a pris en urgence un certain nombre de mesures
dont l'envoi immédiat d'une mission gouvernementale donc dans la région, et évidemment la mise à contribution des comités de règlement du conflit par les autorités préfectorales. Des missions sont prévues également de hauts responsables du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, du ministère de la Femme, de la Protection et de l'Enfant, de la Solidarité, ainsi que d'autres représentants du gouvernement, originaires en particulier de la région, donc qui vont aller sur place, tenter de comprendre la situation et surtout tenter de rapprocher les positions des uns et des autres. Des enquêtes ont immédiatement été ouvertes pour situer les responsabilités, puisque je vous indiquais qu'il y a manifestement de la manipulation derrière ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Un certain nombre d'interpellations ont déjà été opérées, donc évidemment, ces personnes seront entendues. Voilà ce que nous pouvons dire à cette heure, en demandant aux populations de garder leur calme, d'éviter surtout de s'en prendre au personnel de l'administration, de s'en prendre aux bâtiments de l'administration, de s'en prendre aux biens de l'administration, parce que ces bâtiments, ces biens sont les leurs. Ce ne sont pas des bâtiments qui appartiennent à quelqu'un d'autre, ces bâtiments appartiennent à l'ensemble de la population. Donc quand ils sont détruits, malheureusement, c'est tout le monde qui en paye le prix à la fin. Donc, encore une fois, appel à l'apaisement et qu'ils fassent confiance aux autorités gouvernementales pour traiter complètement cette situation difficile. Et en même temps, nous interpellons fortement les mains occultes qui probablement manipulent certaines personnes. Il faut que cela s'arrête, sinon chacun sait à quoi s'en tenir, puisque nous sommes dans un état de droit et toutes ces situations sont clairement prévues et sanctionnées par nos lois. Troisièmement, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a adopté une communication relative à la fixation du prix d'achat du coton pour la campagne 2017-2018. D'abord, il précisé que les choses s'améliorent en ce qui concerne la production de coton dans notre pays. Cette production avait fortement baissé, puisqu'elle était passée d'environ 450 000 tonnes en 2014-2015 à 310 000 tonnes exactement en 2015-2016. Cette production est remontée à 328 000 tonnes, soit une augmentation de 5,7% au cours de la dernière campagne. Toutefois, un certain nombre d'éléments liés notamment aux cours mondiaux d'achat du coton font que le gouvernement a décidé le maintien du prix d'achat du kilogramme de coton à 265 francs le kilo. C'était le prix pratiqué l'an dernier, donc ce prix est maintenu pour la nouvelle campagne, bien que le prix calculé soit inférieur. Donc ça veut dire qu'il y aura une contribution du gouvernement. Le prix calculé était de 247 francs CFA le kilo, mais le prix décidé par le gouvernement, donc pour cette campagne, pour le coton graine de premier choix, est de 265 francs le kilo. Et pour le coton graine de deuxième choix, ce prix est fixé à 240 francs le kilo. Une communication plus détaillée sera faite par le ministère de l'Agriculture, qui reviendra notamment sur le barème de calcul de ce prix, ainsi que sur les prix de cession des intrants coton, donc le NPK, l'urée, les insecticides, etc. Quatrième point, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a été informé de l'état d'avancement du processus de remboursement des souscripteurs des sociétés dites d'agrobusiness. Donc à la date du 24 octobre 2017. Cette situation se présente comme suit. Le nombre de souscripteurs est passé de 48 296 à 48 799. Sur ce nombre, 21 295 souscripteurs ont été enrôlés par les banques pour un montant déclaré de 15 995 millions de francs CFA.
Les ressources qui étaient initialement de 24 558 millions de francs CFA se sont accrues de 1 378 millions de francs CFA. Les sommes disponibles à ce jour s'élèvent à 25,9 milliards de francs CFA. Donc il y a eu un accroissement, si vous l'avez bien noté, de 5,6% depuis le début. Sur l'ensemble des ressources disponibles, 23,5 milliards de francs CFA ont déjà été affectés à des remboursements. Cependant, à ce jour, seulement 19 621 souscripteurs ont été effectivement payés à hauteur de 15,3 milliards de francs CFA. Donc sur les 23 545 dont nous parlions tout à l'heure. Au total, il convient de relever que pour les sociétés dites d'agrobusiness, dont le niveau de ressources financières disponibles était satisfaisant, donc plus de 85% des souscripteurs ont été payés à hauteur de 91% des sommes totales dues. Et tout cela explique les différences importantes qu'on peut noter entre, par exemple, le montant disponible, le nombre des souscripteurs et les montants effectivement remboursés et le nombre de souscripteurs remboursés. Parce que ceux qui se sont empressés pour se faire rembourser, c'est principalement ceux dont le taux de remboursement était le plus important. Les autres sont enregistrés de toutes les façons, mais ils viennent à leur rythme, ce qui explique donc que le niveau soit encore relativement bas. Aussi, en vue de renforcer la transparence dans la gestion de ce dossier, le Conseil a décidé, en accord avec les responsables judiciaires, de la mise en place d'un comité de contrôle et de suivi de l'opération d'agrobusiness. Ce comité aura pour mission de vérifier les listes des souscripteurs retenus, de s'assurer des sommes mobilisées et des paiements effectués et plus globalement de suivre toute l'évolution de cette opération. À ce stade, il est peut-être important d'insister sur la nécessaire coopération des banques et des notaires. Cette coopération est souhaitée pour permettre au gouvernement de localiser le maximum de ressources détenues par les sociétés dites d'agrobusiness. L'objectif du gouvernement étant de rembourser évidemment le maximum de ces sommes aux souscripteurs. Chacun l'a compris depuis le début de cette opération, le gouvernement ne s'est jamais engagé à rembourser par lui-même, comme cela s'entend à gauche et à droite. Le gouvernement a dit nous gélons pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, mais toutes les ressources qui seront retrouvées seront reversées aux souscripteurs. Et c'est ce qui se fait depuis le début de cette opération, pour laquelle nous souhaitons à ce stade une coopération plus forte des banques et établissements financiers, ainsi que des notaires. Cinquièmement, au titre du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en liaison avec celui des eaux et forêts, le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. Ce mécanisme international qui est appelé REDD+, auquel notre pays a adhéré en 2011, s'articule autour d'une vision intégrée du développement pour une transition vers une économie plus verte. Il constitue une opportunité réelle pour la sauvegarde des dernières forêts naturelles et la reconstitution du couvert forestier national. La stratégie nationale REDD+, élaborée de façon participative avec l'inclusion de toutes les parties concernées, est le document de référence pour mettre en œuvre la REDD+, et accéder à des paiements basés sur les résultats produits par notre pays. Cette stratégie s'appuie essentiellement sur le système d'information relatif aux sauvegardes et sur le système national de surveillance des forêts. Ce document, validé par la Commission nationale REDD+, présente la vision, les politiques et mesures, les missions, le mode de fonctionnement, les orientations technologiques et la collaboration avec les partenaires. Il s'aligne sur les objectifs de l'intégrité environnementale et tient compte des multiples fonctions des forêts et des autres écosystèmes liés.
Les options stratégiques mises en œuvre par notre pays sont les suivantes. Je vous donne les principales. D'abord, l'agriculture zéro déforestation, en partenariat avec le secteur privé. Deuxièmement, la stratégie énergie domestique durable avec valorisation de la biomasse agricole. Troisièmement, la gestion durable des forêts, la conservation des aires protégées et des forêts classées. Quatrièmement, le boisement, le reboisement et la restauration des forêts et des terres dégradées. Cinquièmement, une exploitation minière respectueuse de l'environnement. Sixièmement, l'aménagement du territoire et la sécurisation foncière. Septièmement, la mise en place d'un système d'incitation de type paiement pour services environnementaux. Et huitièmement, la planification nationale et les réformes structurales pour la transition vers une économie verte. Ce document de stratégie, il est bon de l'indiquer, est également conforme aux objectifs des grands cadres de référence de développement de notre pays, en particulier le PND 2016-2020, la Vision prospective 2040, le PNIA et le Programme national changement climatique. Adopté par le Conseil des ministres, ce document de stratégie nationale de REDD+ sera présenté lors de la COP 23, donc, qui a lieu le 17 novembre 2017. COP 23, qui est la 23e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tiendra, comme je l'indiquais tout à l'heure, donc du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. Sixièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une communication relative à la signature du contrat pour la conception et la réalisation de l'aménagement hydroélectrique de Gribeau-Popoli et des ouvrages d'évacuation d'énergie associés. Après la réalisation du projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, d'une puissance installée de 275 MW, l'État de Côte d'Ivoire prévoit d'autres aménagements, 3 particulièrement, sur le fleuve Sassandra, donc en aval de Soubré. Plus précisément sur les sites de Gribeau-Popoli, de Boutoubré et de Louga. La mise en œuvre de ces 3 projets apportera une capacité supplémentaire de 508 MW répartis comme suit, donc 112 MW à Gribeau-Popoli, 150 à Boutoubré et 246 à Louga. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Gribeau-Popoli, d'un coût total estimé à 307 millions de dollars, donc environ 171 milliards de francs CFA, sera réalisé par la société chinoise Sino-Hydro. L'aménagement hydroélectrique de Gribeau-Popoli, prévu pour être opérationnel après 40 mois de travaux, permettra de porter le parc de production hydroélectrique de notre pays à 991 MW. Et le total de l'énergie hydroélectrique produite à 3580 gigawattheures. Il est bon ici peut-être de revenir sur l'ambition de notre pays, qui est d'atteindre 4000 MW en 2020. Nous venons, je dois le rappeler, de 1200 MW de production en 2011. Et nous sommes aujourd'hui à 2200 MW. Donc nous sommes pratiquement à un doublement de la production d'électricité de notre pays en 6 ans. C'est remarquable, il y a très peu de progression de ce niveau. Et il convient de le préciser. C'est en même temps, vous avez pu le voir, la part plus importante qui est accordée à l'hydraulique, qui aujourd'hui va représenter à peu près 40% de la production nationale. L'hydraulique, évidemment, c'est de l'énergie renouvelable, donc c'est bon pour l'environnement, mais l'hydraulique pour notre pays, c'est surtout des prix plus bas, coûts plus bas qui pourront permettre donc de pratiquer des prix aux consommateurs plus bas. Donc l'objectif, c'est celui-là du gouvernement, de continuer à miser sur l'hydroélectricité pour réduire le coût de production d'ensemble et de cette façon donc réduire le prix supporté par les populations. En même temps que le gouvernement continue de travailler sur l'accroissement de l'accès à l'électricité des populations. L'objectif est toujours le même, l'électrification à 100% de tous les villages de plus de 500 habitants.
en Côte d'Ivoire. Je terminerai sur ce point en disant que la première pierre donc de ce barrage de Gribo-Popoli a été posée hier même, le 2 novembre 2017, par le président de la République à l'occasion de l'inauguration du barrage de Soubré. Septièmement, au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, le Conseil a adopté une communication relative au bilan d'étape de la mise en œuvre des mesures portant plafonnement des prix et marges de certains produits. Cette mesure de plafonnement des prix et marges sur une période de 6 mois du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table, du ciment, prise par le gouvernement, avait pour objectif de réduire sensiblement le coût de la vie pour les populations, et cette mesure a été matérialisée par un décret pris le 12 juillet 2017. La mise en œuvre de cette mesure a été marquée par des actions d'information, de sensibilisation, de façon à favoriser l'adhésion des acteurs et des bénéficiaires de leur soutien. Elle a consisté par la suite en une surveillance plus forte du marché sur l'ensemble du territoire national, et elle a consisté évidemment en la répression des infractions qui ont pu être relevées. Ainsi, à mi-parcours, il apparaît que la mesure de plafonnement des prix connaît une importante adhésion des acteurs avec des résultats qui sont jugés globalement satisfaisants. Il est à noter que sur un total de 7 433 points de vente contrôlés, seulement 397, soit 8%, ont été notés non conformes aux dispositions du décret. Les commerçants concernés, donc indélicats, coupables d'infractions portant principalement sur le riz, l'huile de table et le sucre, ont été sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, en vue de consolider la mesure et de pérenniser les actions de lutte contre la vie chère, le Conseil a instruit le ministre chargé du Commerce et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions pour améliorer les conditions matérielles, logistiques des services du commerce intérieur, donc chargés de contrôler la bonne application du décret dont nous avons parlé tout à l'heure. Il s'agit également ici de renforcer les capacités des comités régionaux de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la mesure et d'encourager la création de comités régionaux de lutte contre la vie chère. Juste quelques indications, que chacun voit mieux l'impact que cette mesure a eu. Si nous prenons par exemple le sucre, nous pouvons noter que les prix au cours de la période décembre 2016-mai 2017, les prix étaient de l'ordre de 1000 à 1200 francs le kilo. Grâce à cette mesure, les prix sont revenus pour ce qui concerne le sucre roux granulé à 650 francs le kilo et pour ce qui concerne le sucre en morceaux blanc à 850 francs. Pour ce qui est de l'huile de table, les prix oscillaient entre 900 et 1000 francs et aujourd'hui ils sont ramenés entre 800 et 875 francs. Le riz, pour ce qui est du 5% brisure, les prix sont passés globalement de 19 000, voire au-delà, à 18 500. Et pour la tomate concentrée, on peut mentionner une baisse de 22%. Pour les ciments, les prix étant globalement passés de 5 500 à 4 500. Bon, tous ces prix, nous les donnons pour que chacun, justement, puisse vérifier la bonne application, la bonne mise en œuvre du décret imposant ce plafonnement de ces prix et de ces marges. Huitièmement, au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté une communication relative à la restructuration de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SICOGE. Il faut juste rappeler que la SICOGE est présente sur le segment des logements économiques et sociaux depuis 1952 et qu'il se trouve que cette société était en quasi-cessation de paiement avec des dettes financières et assimilées très élevées, 34,2 milliards de francs CFA,
représentant plus de 3 fois les fonds propres de la société. Fonds propres eux-mêmes composés principalement de réserves de réévaluation, puisque ces fonds propres s'élèvent à 10,9 milliards de francs CFA, dont 9,4 milliards sont composés de réserves de réévaluation, et une exploitation qui était structurellement déficitaire au cours des 10 dernières années. En vue de corriger cette situation, le Conseil a adopté un plan de restructuration de la société à court et moyen terme. Il serait fastidieux de vous donner tous les éléments de ce plan, mais nous pouvons juste indiquer que ce plan prévoit en urgence la restauration de la confiance des partenaires, la mise en œuvre immédiate d'un programme de réduction des frais généraux courants, la préparation d'un plan social en vue de résorber le sureffectif de la société, ainsi que le redémarrage des programmes de construction à l'arrêt et le lancement donc des tranches restantes de ces programmes. Ce plan a été évalué à 12 milliards 358 millions de francs CFA pour la période d'octobre 2017 à juin 2018 et un comité de suivi donc de la restructuration sera mis en place afin de s'assurer de l'allocation efficiente des ressources mises à la disposition de la SICOGI et d'assister donc cette entreprise dans la détermination des appuis financiers pour le financement du plan stratégique et du plan d'affaires prévu à moyen et à long terme. Voilà ce que nous pouvions dire. Pour ce qui est du Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin, je terminerai juste en indiquant que le président de la République se rendra en mission aux États-Unis à partir de demain, aux États-Unis où il procédera à la signature du programme compact du MCC, pour lequel la Côte d'Ivoire est devenue éligible pour un montant de 525 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA. Donc c'est une autre marque de la confiance que la communauté financière internationale plus particulièrement a pour notre pays. Donc la confiance est claire, puisque pour accéder à ce programme compact, il faut avoir prouvé qu'on gère bien, qu'on gouverne bien au plan financier, qu'on respecte toutes les règles de bonne gouvernance qui aujourd'hui sont connues et appliquées dans le monde entier. Et notre pays donc a accédé à ce programme, ce dont nous nous réjouissons.